Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette émission Entre elles sur la Belle Télévision, la chaîne panafricaine. Au menu de cette émission, leadership féminin, quelle implication des femmes en politique, quelle implication des femmes tout court dans la vie de la société. Pour parler avec moi de la question, nous recevons 4 femmes d'exception, s'il vous plaît. Madame Mesui à ma gauche, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes sociologue, politologue, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté, il y a ma consoeur Nathalie Oqueuela, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Merci d'être avec nous. À ma droite, Maître Yann Paulette. J'aime beaucoup commencer par Maître Yann Paulette. Je vais vous expliquer pourquoi au cours de l'émission. Mais Maître Yann, bonsoir. Vous êtes défenseuse des droits de l'homme. On va féminiser tout dans cette émission. Et puis juste à côté, c'est entre elles. C'est entre vous et moi. Exactement. Donc, on va le faire juste avant de présenter la dernière invitée de ce plateau qui va se présenter elle-même au risque, pour moi, d'écorcher son nom. On va le faire. Notre Benjamin à toutes. Ah oui. Dites-moi. Nous sommes entre nous, justement. Oui. Justement, je suis Elsa Rituel Bukandou. Rituel comme rituel, mais à l'écrit, c'est pas pareil. Voilà, donc vous pourrez dire Elsa Rituel sans risque d'écorcher. Et vous êtes avec nous parce que vous êtes responsable. Oui, je suis jeune femme engagée en politique et je suis présidente du mouvement des jeunes UPGistes. C'est le mouvement des jeunes du parti politique dans lequel je milite, qui est l'Union et Solidarité. Après, je pourrais justement vous expliquer au cours de l'émission pourquoi c'est UPGiste et non U de Solidarité, si vous le voulez. Et l'on comprendra tout cela au cours de cette émission. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Belle Télévision. D'entrée de jeu, l'état des lieux. Quelle est la place de la femme en politique depuis les années 60 à ce jour? Je commence par vous, Madame Mesui Momboulou. Vous posez une question qui peut sembler banale, qui peut même sembler accessoire dans un pays comme le Gabon. Et pourtant, elle mérite d'être posée. Parce que, pour prendre le cas du Gabon, quand on regarde un peu le nombre de femmes qui ont eu accès à des postes importants, même aujourd'hui, on peut dire que cette place est d'importance. Nous avons une femme présidente de la Cour constitutionnelle, nous avons une femme présidente du Sénat, nous avons eu une femme présidente du Conseil économique et social, nous avons nombre de femmes au gouvernement et donc on peut dire que le Gabon peut passer pour un pays progressiste. Mais nous avons surtout bien fait en termes quantitatifs. Or là, la question que vous posez, me semble-t-il, pose le problème des choix qualitatifs que nous avons faits et de la place de la femme en termes qualitatifs. Et je peux déjà vous dire qu'aujourd'hui, le Gabon a fait beaucoup d'efforts depuis quelque temps, mais il reste beaucoup de choses à faire. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons beaucoup de femmes qui parlent politique, mais nous avons très peu de femmes politiques. C'est une chose que de parler politique, c'est une autre chose que de faire de la politique et d'être appelée à juste titre femme politique. Quelle est votre lecture à vous, Maître Yann? Ma lecture à moi, c'est que le Gabon s'est complètement trompé. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu créer des mécanismes d'un véritable leadership féminin. On considère que les femmes qui sont des femmes leaders, c'est parce qu'elles sont nommées. Ça veut donc dire que les femmes que l'on voit dans l'espace public, en majorité, il y a des exceptions comme moi, je me suis fait ma place moi-même, mais en majorité, ce sont des femmes qui sont nommées, donc elles sont là par la volonté de quelqu'un. Ça veut donc dire que les gens qui ont pensé le système de l'émergence des intelligences au Gabon n'ont pas pensé à créer des mécanismes pour que les femmes s'en saisissent et faire entendre leur voix. Par exemple, il y a quelque chose qui vient de se passer, qui est tout à fait frais, c'est encore très frais, ça vient de sortir du frigidaire, c'est la révision constitutionnelle. Dedans, on a marqué l'égalité homme-femme. Et cette révision constitutionnelle ne date pas d'un mois. Ça
veut donc dire que les personnes qui ont fait ça ont constaté que l'égalité homme-femme n'existait pas, puisque c'est maintenant qu'elle existe dans la Constitution. Et c'est passé sans débat. Ça veut donc dire que ce sont des experts qui se sont réunis dans un bureau, qui ont écrit le texte et qui ont mis l'égalité homme-femme. On n'a pas permis à la Gabonaise de s'exprimer pour dire j'ai besoin de l'égalité homme-femme pour telle ou telle ou telle ou telle. Mais aujourd'hui, vous arrivez aisément à le faire, à bien vous exprimer. La Gabonaise est suffisamment représentée, le disait à l'instant Madame Mezu-Mboulou. Elle disait justement qu'on a eu des femmes. Parlons du constat général. Hein, vraiment, c'est un constat général en Afrique. Peu de pays, et on va d'ailleurs aborder la question, peu de pays ont été représentatifs en termes de féminité. Ben là, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Parce que là où nous sommes là, dans ce plateau, nous sommes 3. En quoi sommes-nous réellement représentatifs de la Gabonaise moyenne? Parce qu'il n'y a pas de Gabonaise au sens iconique, au sens... il y a des Gabonaises. Vous avez la Gabonaise du village, vous avez la Gabonaise qui est allée à l'école, vous avez la Gabonaise qui travaille, vous avez la Gabonaise self-made woman, il y a autant de Gabonaises que de situations. Il n'existe pas une Gabonaise. Donc moi je pense que là où nous sommes là sur ce plateau, nous ne sommes pas représentatifs de la Gabonaise moyenne. Mais vous êtes quand même des femmes, on n'est pas dans cette émission ne s'inscrit pas dans une logique de représentativité, mais beaucoup plus du positionnement des femmes dans la société aujourd'hui. Justement, la femme ne devrait pas se positionner en attendant une nomination par la volonté de quelqu'un. Est-ce que la société doit pouvoir créer des mécanismes et la femme se bat pour s'en saisir et arriver à la place où elle veut et à la limite drainer les autres femmes, tirer les autres femmes par le haut. Justement, et c'est ça. Maître, si vous permettez, la raison pour laquelle je disais Boulou, tout à l'heure en prenant la parole que effectivement il y a eu beaucoup de progrès en termes quantitatifs. Vous l'avez si je comprends bien ce que Maître veut dire, c'est que effectivement dans l'administration comme dans le monde politique, il y a beaucoup de femmes parce que là, elle parle de nomination, mais si les femmes sont nommées, c'est bien aussi parce que dans la plupart des cas, elles ont le mérite d'avoir fait des études, elles ont le mérite d'avoir quand même fait le premier pas. Or, ce qui pose problème aussi, c'est qu'une fois qu'on est sorti du cadre administratif et du cadre politique, il y a très peu de femmes qui se sont battues pour se faire, pour être par elles-mêmes. Il y a très peu de femmes chefs d'entreprise, il y a très peu de femmes qui se sont installées à leur compte pour dire moi je ne vais pas dans l'administration, je ne vais même pas dans une société privée, je travaille et je me forme par moi-même. Mais c'est justement ça, Madame Boulou. On va arriver, on va y arriver. Madame Mezu, maintenant je vous explique. Nous sommes au Gabon, dans la société qui est la mienne, quelqu'un porte le nom, son nom plus le nom de son père. Voilà. C'est ça le premier repère. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je suis Clémence Mezu-Mboulou. Et l'on parlera de la façon de nommer. Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. En réalité, ce qu'elle dit n'est pas contraire à ce que je dis. Tout à fait. Vous êtes complémentaires. Voilà. En rebondissant sur ce qu'elle a dit, on tombe sur quoi? On tombe sur le fait que dès qu'une femme est nommée, elle va exister publiquement. Elle sera sous les spots de l'actualité. Mais quand elle n'est plus, dès qu'elle n'occupe plus le poste, qu'est-ce qu'elle devient? Or, le leadership n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est pour ça que je regrette que les gens qui c'est parce qu'on n'a pas réfléchi à notre société. On aurait dû réfléchir à notre société et créer des mécanismes pour que la femme gabonaise soit comme la femme tunisienne. Ce que Bourguiba a fait en mettant en place des mécanismes pour que la femme se saisisse elle-même et occupe la place. Est-ce qu'on a besoin que justement le politique soit derrière pour que la femme prenne conscience? Justement, le problème c'est quoi? Le problème c'est que là où il y a une émergence de quelque chose, de quelque intelligence que ce soit masculine ou féminine, eh bien, il y a toujours que deux cas. La façon de s'en sortir. Ou bien vous faites une lutte physique, ce que le Gabon n'a pas fait. Et donc les femmes ne l'ont pas fait. Les femmes n'ont pas lutté. Regardez en Afrique du Sud. Il y a eu la lutte contre l'apartheid. Donc la question de la femme ne se pose plus. On a vu comment la femme sud-africaine s'est battue. Tout à fait. Donc on ne va plus se demander est-ce que la femme mérite ci ou ça. Elle s'est battue quelquefois mieux que les hommes. Winnie Mandela par exemple. Aucun homme ne lui arrive à la cheville. Non mais donc, ça qu'il faut dire. Mais on va y arriver. Non mais je vais terminer pour dire. Je vais permettre aux autres dames s'il vous plaît. Mais ce qu'il faut dire c'est que dans le cadre du Gabon, ce
je voulais en terminer pour dire les femmes que ne se sont pas battues. Oui, mais vous pensez vraiment que vous et moi, nous ne sommes pas battus pour être ce que nous sommes aujourd'hui? Non, c'est ça que nous n'allons pas personnaliser. Des milliers de Gabonaises ne se sont pas battus. Non, Si, ce que mais je nous veux dire allons par là, arriver. ce que je veux dire par là, c'est que Dites-nous. nous n'avons pas eu de lutte nationale de quelque chose. D'accord. C'est ça Parce que je que veux le dire par là. contexte Et donc, et c'est pour ça que je vous disais, ne nous obligeait pas à entamer cette lutte-là. Maître, c'est pour ça nous justement allons y revenir. parce que j'avais encore un argument pour dire oui. on arrive à ce niveau-là, soit par une lutte, parce que le pays lutte pour la liberté d'une manière générale, où les femmes décident de lutter pour la liberté, où l'on obtient, où l'on arrive aussi à ce niveau-là, parce qu'on a quelqu'un qui est un visionnaire et qui décide que voilà comment je veux ma société. Mais je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de visionnaires Absolument. qui sont nés. Il y a Absolument. beaucoup d'exemples. Et nous avons les des donner. sociétés. Mais permettez quand même à Elsa de donner son avis sur la question. Quelle est ta lecture à toi depuis les indépendances à nos jours? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu retiens? Oui, d'abord, s'agissant du leadership féminin, je voudrais d'abord dire que, de mon point de vue, le leadership, ce n'est pas une question de position, mais c'est d'abord une question de disposition. Il faut être disposé à être devant, il faut être disposé à être porteur de quelque chose, être défenseuse, parce qu'on est entre nous d'une cause. Et l'état de lieu que je fais du leadership féminin, surtout s'agissant de l'implication en politique, la politique vue comme l'organisation de la société, mais aussi la politique vue comme la pratique du pouvoir, je dirais, comme l'ont dit mes prédécesseuses, que le problème de la femme, c'est que toutes les femmes, mais là je parle parce que je suis la plus jeune et au vu de ce que j'ai appris à l'école, de ce que j'ai observé dans la société, c'est que les femmes à qui on a donné l'étiquette de femme politique le sont devenues en règle générale, parce qu'on les a positionnées, non pas parce que se sont imposées. On est en politique, c'est un combat d'idées d'abord. Donc le leadership féminin en politique, c'est d'abord par les idées qu'on défend, c'est d'abord par les valeurs. Moi, je me suis engagée en politique et si on me demande dans l'arène politique au Gabon, ton modèle féminin, je ne le trouve pas. Je m'inspire de Simone Veil parce que je vois, c'est une dame qui a eu des convictions, qui a eu des idées, qui les a défendues. Mais est-ce que c'est parce que les femmes... Et la question que je me suis posée après que vous m'ayez appelé par rapport à ce thème, je suis partie des années 90. Donc avec l'avènement du multipartisme, j'ai demandé aux gens qui me sont proches, est-ce qu'il y a une femme qui a marqué les idées politiques dès 90 avec l'avènement du multipartisme? La réponse était non. Donc j'ai compris qu'à cet instant, celles qui se sont ensuite à affirmer, c'est parce qu'on les avait positionnées, non pas parce qu'elles avaient déjà des idées. Et donc vous voulez nous dire qu'en fait... pour vous, il faudrait que la femme, aujourd'hui au niveau de l'Afrique, prenne la politique comme un projet. Bon, je décide par exemple de lancer une activité dans mon village. Alors c'est un projet. Il faudrait que je puisse mettre des mécanismes pour atteindre. Non, mais on parlera des mécanismes après dans la seconde partie de cette émission. Avant de continuer, s'il vous plaît, vraiment avant de continuer, nous allons commencer par regarder ce premier élément réalisé par Nathalie Auqueux et nous pourrons en parler avec elle juste derrière. Un élément qui montre les femmes autrement, les 7 pays où les femmes sont visibles politiquement, mais pas seulement. Très actives dans la société, les femmes africaines ont longtemps œuvré dans l'ombre du fait des pesanteurs politiques traditionnelles et ancestrales. Actuellement, elles veulent franchir le monde politique malgré ces barrières souvent rencontrées et de nombreux préjugés. L'image de ces femmes africaines dans le monde politique, sujet parfois tabou, est difficilement acceptable dans leur milieu. Dans ce lot, on note que 5 pays du continent sortent du lot en occupant une place de choix dans cette sphère politique. Il est question donc d'intégrer le monde politique pour la défense des droits de la femme à travers le continent, même si des disparités persistent d'une région à une autre. On note quand même que 27% de femmes occupent aujourd'hui des places au niveau du Parlement entre les années 2000 et 2015. Ainsi, le Sénégal, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Mozambique sont des pays cités en exemple pour ceux qui aident la place de la femme dans le milieu politique. Dans ce classement, on note également qu'un pays occupe une place importante. Il s'agit du Rwanda qui occupe la première place avec 64% des femmes au niveau du Parlement. Une évolution qui a un impact positif sur la vie des Rwandaises. Elles ont donc la possibilité d'influencer sur les décisions prises au niveau du Parlement.
Pour obtenir toutes ces places honorables dans leurs pays respectifs, des politiques pour faciliter la place de la femme ont été mises en place par des décideurs. Il y a eu aussi la mobilisation des femmes à travers la culture d'opinion qui a porté ses fruits depuis les années 2015 jusqu'à nos jours. Nous venons donc de le voir dans cet élément réalisé par vous, Nathalie Auqueux, de la rédaction de La Belle Télévision. Dites-nous quels sont... revenez quand même sur ces pays. Comment ils ont fait? Comment ces femmes-là ont fait pour se positionner dans ces pays? Elles ont eu besoin des hommes ou est-ce qu'elles l'ont fait toutes seules? Bon, il faut dire que au niveau du continent, nous avons 5 pays quand même qui sortent du lot. Nous avons le Mozambique, nous avons le Rwanda, l'Afrique du Sud, nous avons la Namibie. Et ce sont des pays où on a remarqué que les femmes sont quand même bien positionnées sur le plan politique. Mais à quoi cela est dû? C'est dû au fait qu'il y a eu des luttes, comme le disait Maître Yann d'abord, et les femmes se sont mobilisées pour la défense des droits. Et elles ont pu arracher leurs droits. Voilà, à travers ces luttes-là. Et aujourd'hui, nous avons un exemple palpable, c'est celui du Rwanda. Où, au niveau de l'Assemblée nationale du Rwanda, elles occupent plus de 60% des postes au niveau du Parlement. Mais au niveau politique, on parle quand même de 24% encore. Mais derrière les chiffres, il y a une grosse réalité. Quelle est-elle? Ouais. Derrière ces chiffres-là, nous voyons que les femmes dans ces pays-là sont beaucoup plus actives. Ce ne sont pas des femmes qui attendent. Quand vous parlez d'activisme, vous parlez de quel type d'activisme? Active en politique, active dans l'entrepreneuriat, active dans quel domaine? Elles sont dans l'entrepreneuriat, elles sont dans la politique, elles sont dans tous les secteurs d'activité de leur pays et c'est ce qui fait d'elles des femmes leaders dans leur pays respectifs. Madame Mezui, et là j'ai envie vraiment que vous réagissiez à cela. Est-ce qu'il y a eu un problème d'éducation, de mentalité avant de prise de conscience, avant qu'on ne parle de prise de conscience de la femme en Afrique centrale, au Gabon précisément? Est-ce que tout est parti de la tradition parce qu'elles ont d'abord été, on va dire ça en ces termes-là, elles ont été léguées à un plan secondaire? Est-ce que c'est pas ce problème-là qui fait que la femme gabonaise n'a pas véritablement pu se positionner? D'abord, je voudrais m'inscrire en faux quand vous dites que dans la société traditionnelle, la femme était léguée à un plan secondaire. Dans la société traditionnelle, les choses, la répartition des tâches était extrêmement claire. Il y a des tâches dévolues à la femme et il y a des tâches dévolues à l'homme. Et les deux participaient. On ne dira pas de manière paritaire, mais chacun, selon ses tâches, participait à l'activité humaine de la communauté. Madame Buisson, maintenant, je vais vous dire, chaque pays, il faut d'abord dire que chaque communauté a son histoire. Alors, et c'est pour ça que je n'aime pas trop les comparaisons. Il s'est passé ceci au Rwanda parce que le Rwanda a une histoire particulière. Il s'est passé ceci en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a une histoire particulière. Le Gabon, effectivement, a fait des choix discutables certainement, mais à cette époque-là, avec les hommes qu'il y avait à cette époque-là, on a fait le choix d'abord d'adosser notre société, notre économie sur l'exportation des matières premières. Et cela a généré une classe de fonctionnaires de col blanc. Et nous avons fait le choix de laisser un peu de côté la diversification de l'économie. Nous avons fait le choix de laisser de côté, par exemple, notre agriculture. Il faut dire également que nous n'avons pas une tradition de commerce comme en Afrique de l'Ouest, par exemple. Nous n'avons pas et cela est dû à plusieurs facteurs qui seraient trop fastidieux d'évoquer ici. Mais j'ai envie de rebondir quand même sur ce que vous disiez par rapport à la tradition. L'on sait que dans nos traditions, il y a le corps de garde où la femme n'a pas son mot à dire. Mais la femme, c'est avant que les hommes n'aillent au corps de garde, n'est-ce pas, maître? La femme a déjà donné son point de vue dans la cuisine. Parce que c'est comme ça que la société est organisée. Mais le fait qu'elle donne son point de vue dans la cuisine ne veut pas dire qu'elle est reléguée au second plan. Mais puis en réalité, pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, dans la tradition, pour parler du pouvoir politique, les personnes qui étaient détentrices du pouvoir politique, ce sont bien des femmes dans la société traditionnelle. Des exemples? Il y a chez les femmes, par exemple, les femmes qui portent le titre de nana.
c'est-à-dire c'est une femme qui a un pouvoir politique extraordinaire. C'est elle qui garde les reliques. Rien ne se décide sans elle. Donc, quand les hommes vont au corps de garde, et c'est là où Pierre Claversien se trompe, lui qui était un féru de la tradition, il a une chanson qu'on appelle Abba, justement pour parler du corps de garde, où il dit que tout se décide au corps de garde. C'est faux. C'est Nana, dans la société traditionnelle, qui était détenteur de la puissance de la société. Donc c'est à elle qu'on allait d'abord s'adresser. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'il y avait déjà ces femmes-là qui existaient et que la femme n'est toujours pas occupée, elle n'est pas parvenue à occuper la position qui devrait être la sienne dans la société? C'est la colonisation qui l'a fait. C'est-à-dire que la colonisation a déstructuré. Exact. Et comme elle a... Non, mais c'est la vérité. Le terme est fort. Non, mais il est même en deçà. Il est même en deçà. Il est même en deçà. D'accord. Il est même en deçà. Donc la colonisation... Non seulement ça a déstructuré, mais ça a dénaturé. D'accord. Donc c'est la colonisation qui est venue. Mais est-ce que là, les femmes qui existaient à cette époque-là ne pouvaient pas prendre position? Qu'est-ce qui manquait à ces femmes-là? Mais elles ont pris position, elles ont été tuées. Mais elles ont combattu. Le regard de la société d'aujourd'hui pour porter un jugement de valeur sur la société traditionnelle. La société traditionnelle avait ses réalités. Le pouvoir de la femme ne se disait pas en public. La société traditionnelle était faite de telle sorte que c'est à l'intérieur des cases et la nuit venue que le vrai pouvoir se faisait. Quand on dit que les gens allaient en bol chez les femmes, par exemple, en bol, si vous regardez la communauté mienne, mais le pouvoir des femmes, le pouvoir de ces prêtresses-là, mais ce pouvoir-là, ça ne se disait pas. Et ça ne se discute pas publiquement. Mais on savait que les décisions qui sont dites au corps de garde ont été en réalité, elles ne sont là qu'entérinées, mais qu'elles ont été prises dans un autre lieu où c'est une femme qui certainement a dominé. Mais on va revenir quand même sur mon questionnement. Allez-y. Je voudrais, à la suite de Maître Yann, dire que en réalité, la place de la femme, non, en principe, on ne devrait pas discuter de ça. Moi, je suis du sud du Gabon. Et sur la question, il n'y a pas de débat. On est matrilinéaire. Ça prouve que c'est le pouvoir de la femme. D'accord? Et je suis d'accord avec elle lorsqu'elle dit qu'il y a eu une dénaturation. Oui, de notre façon de faire. La politique est vue comme la gestion de la cité. Notre cité était gérée d'une certaine manière avant l'arrivée du blanc. Le colon est arrivé, nous a imposé sa façon de faire. Exactement. On a perdu la mémoire. On a perdu. Le colon est parti. On a perdu les le colon est parti. Oui, madame. Mais une société ne se refait pas en 100 ans. Non, on ne se régénère pas aussi facilement. On a été formaté à moins qu'il y ait eu des grands chocs. C'est là où, bizarrement, sans repère. Oui. Maintenant, dans ce chaos, disons-le comme ça, dans ce chaos culturel, on fait comment? Et c'est ce que nous sommes. On fait comment là? C'est justement la bonne question. Aujourd'hui, la femme, elle est allée chez le colon justement récupérer des informations que seul le colon détenait. Vous avez une vision très angélique, des rapports qui se sont tissés pendant ces périodes noires. Oui, mais après, d'accord, on a été colonisé. La colonisation est passée. On a parlé déjà, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Oui, elle est toujours là. Parce que les États prennent quand même leurs décisions. Oui, les États prennent quand même leurs décisions. Oui, c'est vrai. Oui. Mais quel est le degré de souveraineté mais non, de façade. Non, quand vous dites les États prennent leurs décisions, mais les États prennent leurs décisions sur une société qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était nos sociétés traditionnelles. Le vrai questionnement aujourd'hui, c'est que maintenant, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais exactement. Maintenant, dans cette société où nous nous retrouvons, mais où que faut-il faire? Eh bien, à mon avis, c'est aussi simple que ça. Que faisons-nous? La question est posée. Alors, la question est faite. Qu'est-ce que la femme peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? La femme, justement, Maître l'a dit au début de son intervention. Maintenant, il faut que la femme se batte. Dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, effectivement, on nous a appris à attendre. Elle a parlé de nomination. On nous a appris à attendre des hommes. Nous attendons d'être nommés, nous attendons d'être appelés pour être
être l'assistante pour être la collaboratrice, etc., etc. Et il y a des pans entiers. C'est vrai que dans la société gabonaise, il y a le surdimensionnement du champ politique. Et à côté du champ politique, il y a des domaines vierge que la femme peut explorer et que la femme peut même récupérer. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à la femme gabonaise, elle n'a pas le choix. C'est une exigence. Il faut que la femme gabonaise se lève, qu'elle commence à comprendre qu'à l'instar des autres africaines, elle n'obtiendra sa liberté, elle n'obtiendra véritablement son indépendance que quand elle aura compris que le leadership, ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas un slogan, mais c'est là. C'est une attitude. C'est une attitude. Mais en réalité, Maître, je reviens vers vous, mais vous aviez quelque chose à rajouter, s'il vous plaît? Oui, moi je veux rajouter en disant que c'est une prise de conscience. La femme elle-même doit prendre conscience. Vous abordez dans son sens? Oui. Non, en parlant de leadership féminin, ne pensons pas que c'est un combat avec les hommes. Non. C'est un combat avec notre mentalité de femme. Un combat avec nous-mêmes d'abord. On avait une place, il y a eu un désordre. Aujourd'hui, on doit vivre dans ce qui s'est fait. Qu'est-ce que nous faisons pour retrouver cette place de leader qu'on avait? Parce que la femme a toujours été leader. Parce que oui, mais même si elle a été leader, la femme a toujours été utilisée à d'autres fins. On est bien d'accord en Afrique, jusqu'à un passé récent, quand on parlait du parti unique par exemple, les femmes c'était des faire-valoir, c'était des personnes, des animatrices. Elles n'étaient pas, si elles étaient dans les instances de décision, elles n'étaient que peu représentées. D'accord? Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus représentées dans ces partis politiques. Ça veut dire que le colon est venu certes tout bousiller, mais il est venu, il est reparti. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord. Moi, je pense que même aujourd'hui, la femme n'est pas représentée. La femme qui est dans l'espace public, elle ne représente personne en dehors d'elle-même. Je suis désolée. Une femme, elle est nommée à un poste, elle gagne son salaire, elle s'occupe de sa famille. Elle ne représente personne. La preuve, dès qu'elle sort de là, dès qu'elle sort de là, elle est aux oubliettes. Elle ne représente même aucune valeur, maître. Exactement. Parce que qu'elle soit un modèle. Et c'est ce que maître dit. Elle ne représente personne. Alors, maître, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, ce qu'il y a lieu de faire, justement, c'est d'aller reprendre ce qui fait un véritable leadership. Et qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut commencer par créer la solidarité. Vous ne pouvez pas être solidaire, vous ne pouvez pas être leader des gens qui n'ont pas un sentiment d'appartenance. Vous ne pouvez pas être leader des gens qui ne peuvent pas se reconnaître en vous. Mais pour que les gens se reconnaissent en vous, il faudrait que vous soyez une communauté. Il faut créer des communautés de vie. Il faut créer donc la solidarité, des canaux de solidarité, tendre la main aux autres. Et quand on a créé cette solidarité qui cimente les gens, ensuite, quand une personne émerge de là, les gens vont se reconnaître en elle. Parce que cette personne représente et elle est porteuse d'espoir pour le but que la communauté veut atteindre. On a le cas actuellement aux États-Unis avec... il faut déjà que nous soyons une société avec des valeurs. Qu'est-ce qui fédère la société gabonaise? Mais la question absolument rien. C'est pour ça que... Rien. Absolument Parce que pour être un modèle, on va dire que par rapport à cette valeur, voilà, cette femme-là, elle représente cette valeur. Je vous prends un exemple. Dites-nous. Il y a des pays, je prends un cas, le Sénégal. Au Sénégal, la religion fédère, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens se retrouvent dans un chef religieux? Parce que ce chef religieux-là est le modèle par rapport à ce qui fédère la société. Au Gabon, nous avons un vrai problème de repères, nous avons un vrai problème de valeurs autour des... C'est pas typique au Gabon, c'est quand même très typique. Parlons de notre pays. Mais c'est quand même très typique au Gabon. C'est quand même très typique parce que c'est à la femme qui se sent, qui se reconnaît des aptitudes de leader, d'aller chercher cette valeur qui manque, cette valeur que nous avons perdue, et parce que on est leader. Pas juste chercher, mais la pratiquer. Oui, nous disons union, travail, justice. Mais en réalité, je pense que pratique. Oui, mais la femme doit faire un vrai travail. Il y a un vrai travail de reconstruction à faire. Cette émission, c'est entre elles. Si vous nous prenez en cours, sachez que c'est entre elles. Le débat est très passionnant. Ce sont des femmes leaders qui sont là, qui ont décidé de mettre, de faire en
entrechoquer leurs idées pour construire. Parce que ici, nous construisons. Donc, construisez avec nous. Quand vous émettez comme ça des solutions, vous dites, il faut faire ça, il faut faire ça. Comment arriver à faire ça? Voilà. On commence par l'éducation. On va commencer par montrer l'éducation. On ne peut pas voir l'éducation livresque. Non. La véritable culture. Voilà. La véritable culture, c'est qu'est-ce qui fait l'être humain. Il faut bien montrer aux gens que le choix, que la société dans laquelle vous êtes, les vies que vous menez. Parce que qu'est-ce qui caractérise le Gabon? Nous parlons de leadership féminin, mais en réalité, ça ne veut rien dire. Ça veut Parce pas dire qu'une femme qui est une femme qui est leader, elle n'est pas leader que pour les femmes. Elle est leader de la société et elle draine les hommes comme les femmes. Ça veut dire qu'il n'existe pas une uniformité dans les besoins des femmes? Non. Et donc le leadership ici, quand moi je l'entends en disant leadership féminin, on veut simplement dire que c'est une femme qui est leader, mais elle n'est pas le leader des femmes. Elle doit être le leader de tout le monde. Mais pour cela, il faut avoir une base de structure à partir de laquelle le leader féminin ou masculin va émerger. Parce qu'en réalité, même au Gabon, même les hommes, il n'y a pas d'homme leader. Au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'un homme leader n'a pas forcément besoin d'occuper un poste politique. Un homme leader n'a pas forcément d'être dans une fonction. Un homme leader, c'est quelqu'un qui est représentatif. Un leader tout court. Un leader qui court. Et que les gens vont le voir. Les gens mettent en lui des espoirs. Parce que c'est lui qui peut conduire ces gens-là à la terre promise. La terre promise étant le but que la société veut atteindre. Mais moi, maître, je vous prends au mot, parce que quand vous me dites qu'il n'y a pas de leader au Gabon, il y a quand même... Non, à mes yeux. Mais aujourd'hui, comment je parle de leader? Je parle d'hommes et de femmes confondus. Qu'est-ce qu'il faut faire? La question reste pendante. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'éducation, il faut éduquer. Mais encore. Mais c'est l'éducation, la base. L'éducation est tout. Il faut dire aux gens que nous n'avons pas y arrivé parce que le Gabon souffre de 3 mots particuliers. Dites-nous. Le premier des mots, avec lequel, si le Gabon ne fait pas attention, il n'a aucune chance de devenir un véritable pays, en dehors d'être un territoire géographiquement limité, c'est l'égoïsme. Il faut absolument sortir de l'égoïsme. C'est quelque chose de destructeur dans ce pays. D'accord. L'autre mot, c'est l'avidité. C'est-à-dire que les gens sont avides. Il faut que quelqu'un ait tout pour lui. Il faut qu'on arrive à casser cela. Vous ne pouvez pas par repas manger un poulet. C'est le frère de l'égoïsme. Moi, je ne peux même pas manger une cuisse de poulet. Ah oui? À part repas. Non, c'est tout pour moi. Ah mais moi l'avidité. Le troisième mal dont souffre le Gabon. Le troisième mal dont souffre le Gabon, c'est justement l'incapacité qu'ont les Gabonais à être... comment dire ça? Avoir de la vision? Non, même pas. Juste parce que si on n'est pas égoïste, si on n'est pas avide, on a déjà de la vision. Mais l'incapacité à être désintéressé. C'est-à-dire, on est là parce qu'on est utile aux autres. Être utile aux autres, donc être désintéressé. Se donner vraiment à ce qu'on fait parce qu'on veut tirer la société par le haut. D'accord. Et c'est ce désintéressement qui donne des Mandela. Et donc, qui sacrifie sa moi, vie. Le désintéressement. Ça manque terriblement. Donc, ces 3 mots. D'accord. Femmes comme hommes, tant que la société n'a pas réfléchi sur le fait que... Sur ces questions-là, on n'avancera pas. Absolument. Et pour avancer justement, dans cette émission, nous allons prendre l'avis avant de revenir sur la vie d'Elsa. Je voudrais ajouter qu'en réalité, dans notre pays, nous souffrons de quelque chose d'important. Je suis d'accord avec ce que dit Maître, mais nous avons également un problème, c'est-à-dire que nous ne nous projetons pas dans l'avenir. Nous pensons que le Gabon, c'est ici et maintenant. Et c'est l'égoïsme. Après nous, c'est ça l'égoïsme. Et après nous, de toutes les façons, il n'existe il n'existe pas de pays. Or, ce pays-là, même les propres enfants que les gens ont fait, ce pays-là, nous l'avons hérité de nos parents et nous devons le léguer à nos enfants. Mais dans la meilleure situation qui soit. Aujourd'hui, il faut, et tout simplement, ça se traduit par le fait que, je suis désolée de le dire, mais je me pose la question de savoir si nous aimons notre pays. Le patriotisme. On en vient. Bon, moi, les histoires de patriotisme, moi, je ne veux pas. Ce sont des grands mots. Ce
sont des grands mots qui par la suite... Aimer le pays. Mais ça fait carrément l'objet d'un prochain débat, permettez. Elsa, oui. Elsa avait quelque chose à nous dire. Moi, je reviens par rapport à la question qui a été posée. Alors, que faisons-nous? Oui, moi, je pense dites-nous. que c'est l'éducation et encore l'éducation. C'est la base de l'éducation. Cette éducation-là pourrait commencer par qui? Par la famille. Mais par les familles. C'est par la famille. Mais non, mais le problème, c'est que la famille elle-même est disloquée. La famille a été déstructurée. La famille au Gabon n'est plus qu'un slogan. Je suis désolée. Mais maître, je prends un simple exemple. Maître. Oui. Elsa n'avait pas Moi, je suis... Oui, non, permettez. Maître. Moi, nous nous connaissons. Mais est-ce qu'une seule fois, même quand vous avez été avocat, vous m'avez rencontré sans venir vers moi pour dire bonjour grande sœur, comment ça va, Yaya? Non. Parce que c'est comme ça que nous avons été élevés au village. Mais aujourd'hui, vous allez dans des familles, l'enfant ne dit pas bonjour à ses parents, il fait comme il veut, etc., etc. Mais c'est toute la société qui est déstructurée. Et le Gabon a besoin de cette éducation. Il faut revenir à nos fondamentaux. Il faut revenir à ce qui fait quand même le socle de cette société gabonaise. Quelle que soit l'ethnie, quel que soit le positionnement politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui se passe dans notre pays. Le Gabon est en train d'aller et ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec Merci beaucoup, Madame Mejoui. Mais il faut également dire que l'éducation passe par un cheminement. Je pense qu'il y a une réflexion globale qui doit être menée, puisque de plus en plus les enseignants sont dans des mouvements d'humeur, parce qu'il y a certainement des revendications qui sont... Encore que les enseignants donnent de l'instruction, on ne va pas rentrer dans ça, mais depuis le socle qu'est la famille, qu'est-ce qu'il faut faire depuis le socle, la base? Une prise de conscience déjà. Une prise de conscience, mais au-delà. Allez-y. Oui, je parle d'éducation. Même si aujourd'hui on s'accorde pour dire que la famille gabonaise se divise, mais on reste toujours l'enfant de quelqu'un jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'on s'émancipe, soit par le travail, soit par le mariage. Mais on est quand même sous la responsabilité de quelqu'un. Quand je parle d'éducation au sein des familles, je parle d'éducation aujourd'hui sur 10 Gabonais, il y a 5, 6 qui vont dans les églises, 3 vont dans les mosquées, 2 vont danser le witi, le jobi. Donc c'est aussi des lieux où on apprend à être des êtres humains. Donc à ces endroits que nous fréquentons également, nous devons veiller à l'éducation, aux valeurs qui sont transmises. L'éducation, elle est intégrale. Elle n'est pas seulement l'ivresse, comme le disait Maître Yann, elle est spirituelle. C'est de la morale. J'ai vu Madame Mejoui réagir par rapport à une attitude qu'elle a observée en venant ici cet après-midi. Parce qu'il y a eu une posture dans laquelle elle a été accueillie. Tout ça, c'est l'éducation. Comment on reçoit les gens, comment on dit bonjour aux gens. Ça, on a coutume de dire l'école nous éduque, la rue nous éduque, mais les gens qu'on côtoie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous éduquent. Mais c'est tout ça l'éducation. On doit veiller à ça. Maintenant, qui va être le gendarme derrière ça, qui va être l'ordre moral pour savoir mais est-ce que la femme n'a pas un rôle à jouer? Est-ce que la femme, parce qu'elle porte, elle supporte, elle transporte, est-ce que la femme à ce niveau n'a pas à jouer? Parce oui, que mais c'est la gardienne de quel moment? C'est la gardienne des valeurs sociétales. Oui, mais qu'elle ne soit pas que la gardienne sur le papier ou dans la considération populaire, qu'elle le soit dans les actes aussi. Oui, mais moi je pense qu'en réalité, il faut d'abord commencer, dans l'éducation, il faut commencer par désacraliser la politique. Tout le problème au Gabon vient de la politique. C'est parce que la politique a tout centralisé. Vous ne pouvez pas gagner votre vie si vous ne faites pas de politique. Vous ne pouvez pas gagner votre vie si vous ne faites pas... Donc, la politique a tout pris dans la société. Et c'est elle qui redistribue. Ça, c'est la grande erreur qu'il y a au Gabon. Donc, il faut arriver à désacraliser ça et dire aux gens que, après tout, même quand vous partez vous mettre à genoux et que vous avez même des genoux, la peau des genoux écorchée, vous ne vivez pas mieux. Et il y a autre chose qu'il faut faire à ce moment-là, retourner dans sa propre culture. Et c'est dans sa propre culture qu'on va se ressourcer et qu'on va trouver des solutions. Et à partir du moment où les gens ne seront plus prêts à tout,
pour un poste politique, ce sera gagné. D'accord. Et il y a un pays justement qui illustre très bien ce que vous dites. Justement, c'est une mauvaise lecture de la politique. Mais en réalité, la politique, ce n'est que, et on le dit tous les jours, on le dit, ce n'est que la gestion des affaires de la cité. Et aujourd'hui, nous avons besoin de combien de dispensaires? Comment faisons-nous pour avoir ces dispensaires? C'est ça la politique. Mais madame, vous savez très bien. Non, je le dis parce que aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est que c'est ça, quand je parlais du surdimensionnement du champ politique, et ça, ce n'est même plus de la politique, ce que les gens font. Parce que justement, la politique devrait nous amener à nous éduquer. Et justement, il y a un pays qu'on appelle le Burkina Faso que vous connaissez, où ils ont réussi, ils ont de bons exemples. Nous allons le voir dans ce qui suit. Plusieurs générations de femmes politiques, plusieurs générations de femmes qui ont su s'imposer de par ce qu'elles ont fait et surtout parce qu'elles ont choisi d'appartenir, de rester africaines et de lutter pour le mieux-être et le bien-être des femmes. Au Burkina Faso, la participation des femmes à la vie politique s'inscrit sur 4 périodes. La première, celle des indépendances, à la révolution de 1960 à 1983. La seconde représente la période révolutionnaire de 1983 à 1987. La troisième période coïncide avec l'année 1987 à 1995, période de participation et d'observation de la femme burkinabé à la dernière période. Celle de revendication de la participation des femmes avec un véritable envol à partir de 2006 jusqu'à l'insurrection populaire. Tout au long de cette période, les femmes sont parvenues à briser les barrières et entrer dans l'un des bastions les plus machistes de la société, la politique. Bien que la citoyenneté politique ait été reconnue aux femmes au Burkina, depuis 1956, leur présence dans la branche exécutive du pouvoir d'État reste limitée. Si la compétence technique est un atout essentiel pour accéder aux plus hautes fonctions politiques et administratives, d'autres éléments rentrent en compte, car en Afrique généralement, la gestion du pouvoir est tabou. Si des chercheurs sont presque unanimes pour affirmer que l'on trouve des sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire des sociétés où l'exercice du pouvoir est assuré par les hommes de la lignée maternelle, rien ne permet pourtant de s'avancer sur l'existence des sociétés dites matriarcales, c'est-à-dire des sociétés où ce sont les femmes qui dirigent. Dans ces pays-là, il y a eu plusieurs générations de femmes qui ont su impacter l'avenir des jeunes, des femmes. Aujourd'hui, vous parlez d'éducation. Le maître mot depuis un petit moment au cours de cette émission, c'est l'éducation. Concrètement, si l'on repart dans la tradition pour essayer de chercher la base de toute chose, comment faire? Est-ce qu'il faut désormais créer des émissions comme ça où l'on parle de ça? Est-ce que c'est seulement aux médias de le faire? Est-ce que c'est au gouvernement de le faire? Est-ce que c'est à vous, militantes de la société civile? Est-ce que c'est à vous, défenseurs des droits de l'homme? Est-ce que c'est à vous, partis politiques, ou à vous, sociologues? Qui doit faire quoi et quand? Tout le monde doit le faire. Comment? Tout le monde doit le faire. Maintenant, ce qui va différencier dans tout le monde, c'est que quelqu'un décide que je vais consacrer ma vie à éduquer. Voilà. Je vais consacrer ma vie. À la limite, je n'aurai pas de vie. Parce que ça a des risques, attention. On perd sa propre vie pour les autres. C'est pour ça que j'ai parlé de le désintéressement. Et à partir de ce moment-là, vous savez que vous allez prendre des coups. Vous savez que vous n'aurez pas une vie matérielle. Vous savez que... il faut introduire là-dedans une grosse dose de spiritualité. Nous sommes dans un pays où tout n'est que matériel. Or, l'être humain, surtout l'Africain, n'a pas été créé pour être un être matériel. L'Africain, on dit que l'Africain est la personne qui a été créée par le Créateur. C'est le seul être humain que le Créateur a créé. Donc c'est un être particulièrement spirituel. Quand vous enlevez la spiritualité dans la vie et dans les actes d'un individu qui est africain, eh bien vous obtenez une baudruche qui est vide. D'accord. Et donc, tout cela, on l'a compris, mais. Et donc, la personne doit pouvoir se dire... Allons dans le concret. Oui, allons dans le concret. La personne doit pouvoir se dire... Elle doit pouvoir se dire que je vais consacrer ma vie à éduquer et je n'aurai rien en retour. Mais quand elle éduque... Parce que c'est ça le problème. C'est important ce que Maître dit. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est matériel. Exactement. Or, si nous avons une chance de nous en sortir, parce que là, nous parlons encore de nous, les gens de mon âge, à la limite, on peut encore dire, mais quand je suis atterré, je suis triste
quand je vois comment se comportent les enfants aujourd'hui. Il faut qu'on redevienne un peu spirituel. Oui. Il faut qu'on se rende compte que l'être humain n'est pas fait que de matériel, mais que d'abord nous avons une âme, que d'abord Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour n'être que ça, que n'être que des demandeurs, des commandeurs. Mais là où j'ai envie de Et puis surtout, justement, je veux juste terminer sur ce qu'elle dit. Parce que surtout que depuis que les gens se crêpent le chignon au Gabon pour avoir des biens matériels, qui en a réellement? Personne. Il n'y en a pas tellement. Moi, quand je vois autour de moi, je ne vois pas tellement de gens riches pour dire que ça mérite. Et encore que la richesse... Non, mais la richesse au sens purement gabonais, c'est-à-dire elle est la richesse matérielle. Moi, ce que je vois, c'est la dégringolade de la société. Les villages qui disparaissent. Les gens, est-ce qu'il est normal les liens familiaux, qui sont disloqués, les gens qui se regardent en chaîne de faïence. On n'est plus dans la société où l'on peut parler avec quelqu'un, on est dans la crainte permanente. Parce qu'on va se dire, mais ce que je vais dire là, comment ça va être interprété? La confiance a été perdue. Le rapport humain naturel n'existe pas. Nathalie avait une question. Et la question que moi je dis, mais avoir fait tout ça, pourquoi? Les Gabonais n'ont même pas tellement de châteaux. Il n'y a pas longtemps, on était encore... C'est relatif de parler de richesse parce qu'il y en a qui sont riches du peu qu'ils ont aussi. Mais c'est ça, et c'est ça l'éducation. Parce qu'on est solidaire, parce qu'on est... Voilà. Mais c'est justement ce que l'éducation va montrer aux gens. Et parce qu'on aime son pays. C'est ça la vraie différence. Mais ça justement, c'est ça justement que l'éducation va démontrer. D'accord, mais on va y arriver. Prenez la génération un peu avant nous, avant moi. Elle a passé son temps à faire de la politique. Des gens en sont morts. Quelle est la contrepartie? Mais on verra comment faire naître un bon leader féminin au Gabon. Dites-nous. Sur l'éducation, je voudrais que... Faut pas qu'on se disperse. D'accord. On est des femmes leaders et chacun est leader dans un domaine. Bien précis. Maître Oyane, elle est leader dans les droits de l'homme, elle ne va pas être leader dans autre chose. Justement. Et donc le domaine dans lequel elle est leader, elle a parlé du don de soi. Elle se donne pour pouvoir inculquer. Parce que si elle choisit d'être leader dans ce domaine, c'est qu'elle croit aux valeurs défendues dans ce domaine ou aux principes qui gouvernent ce domaine. Donc elle se bat pour inculquer ces valeurs autour d'elle. D'accord. Elle ne va pas les inculquer à ceux de sa génération. Je pense que c'est trop tard. L'arbre est déjà tordu. J'aime beaucoup. Oui, belle image. Même la génération qui me suit. Voilà, même à votre génération. Et même à votre génération. c'est foutu parce aussi. que là, il faut attendre les enfants, les 10. Oui. Mais il faut quand même commencer. Mais il faut commencer. Est-ce que nous faisons votre émission participe à l'éducation? Absolument. Les femmes qui mais nous des émissions écouteront, comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Malheureusement. Donc, À l'éveil des consciences. Donc vous êtes concernés par cette éducation. Fait D'accord. comment? C'est à vous de faire votre travail aussi. Nous, on fait Vous, le les nôtre. hommes de médias. On vous appelle et on vous demande comment on fait ensemble. Alors, ce qu'on fait ensemble, c'est de créer des canaux de solidarité. Je vous dis, tout va commencer par Mais les qu'est-ce canaux que de vous appelez solidarité. canaux? Qu'est-ce que vous mettez dans canaux de solidarité? C'est-à-dire les Moi, je veux les mots clairs parce que tout le monde n'a pas la même appréhension des choses, tout le monde n'a pas la même compréhension des choses. Et puis, Madame Mézu parlait également de repères. Nous n'avons plus de repères. Justement, repères. on n'a plus de repères. Mais oui, mais et c'est là où l'éducateur, c'est-à-dire la personne qui a décidé de se sacrifier pour un domaine, pour la société, eh bien, cette personne Maître va Yann, donner... je vous prends au mot. Oui. Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Vous parlez de don de soi, parlons de vous. Oui. Dites-nous concrètement comment vous pouvez emmener cette nouvelle élite-là à naître. Comment vous pouvez éduquer, comment vous pouvez participer au changement de mentalité de la femme qui gouvernera certainement demain. Eh bien, c'est simple. Je retourne chez moi. Retourner chez moi, c'est une métaphore. Ça veut dire que je retourne dans ma culture. Parce que ma culture avait tout pensé. Il avait pensé son rapport avec autrui, son rapport entre lui-même, son rapport à Dieu, son rapport à la nature. Je vais vous dire une chose. Nous avons vécu pendant des années et des années, avant l'arrivée du blanc, avec les bêtes féroces, nous ne les avons jamais mis dans les cages. Nous avions des sociétés où il n'y avait pas de prison. Nous avons des sociétés où il n'y avait pas de police. La seule chose qui existait dans nos sociétés traditionnelles, ce sont les militaires pour la défense du territoire. Mais nous n'avions pas un policier pour espionner quelqu'un, pour battre quelqu'un, pour humilier quelqu'un. On avait donc des valeurs qui font que quand on veut aujourd'hui refonder, on est obligé d'abord de retourner chez soi, de se retrouver. Et à partir de là, on partage cette culture-là en démontrant aux gens. Moi, par exemple, si je veux éduquer, qu'est-ce que je fais? Dites-nous. Je dis aux gens, écoutez, vous pouvez manger ce qu'on appelle enfin et leur soupe
Traduisez en C'est un français légume. pour les Malheureusement, je n'ai pas le mot, La bonne le mot traduction français. en français, c'est une C'est une soupe. espèce d'épinard qui est toute petite. Toute petite. D'accord. Eh bien, elle soigne à peu près 1000 choses. C'est-à-dire que les femmes avaient pensé que rien qu'en mangeant, vous vous soignez. Donc il faut repartir à la c'est toute une tradition. éducation pour dire aux gens, mangez les feuilles de manioc au lieu de manger les ailes de dinde pourries. Et quelqu'un qui va comprendre qu'en mangeant les ailes de dinde pourries, il se rend malade et qu'il vaut mieux manger les feuilles de manioc avec, le fait à base de la sauce de palme, de noix de palme, eh bien cette personne aura fait un grand pas. Parce qu'aujourd'hui, faites manger les feuilles de manioc à quelqu'un, c'est complètement, presque impossible. Donc on va commencer par Mais là, et dire c'est aux gens... à vous les femmes que le tort revient, parce que est-ce que vous, attendez, on est bien d'accord sur le principe, de plus en plus les femmes n'ont pas le temps, soit elles travaillent, donc elles sont au travail et elles n'ont pas le temps de faire à manger, les enfants sont réduits soit au Nike dans le quartier, soit à la nourriture de la nounou qui n'est pas forcément une nourriture, on n'a pas assez d'argent. Ou elle n'a pas assez d'argent. Mais tout ça, est-ce que c'est pas le fait de la femme? Est-ce que c'est pas de la responsabilité? Si on va là-bas, on va soulever notre débat. Non, Non, mais c'est important. C'est important de le dire parce que là, elle soulève un certain nombre de choses. Le retour aux valeurs nous conduit également à repenser notre manière de faire, notre façon de voir. Mais pour moi, je pense que c'est la seule façon de On ne faire. peut pas inculquer aux enfants qu'il faut repartir à la source et ne pas leur dire qu'il faut manger les feuilles de manioc. Exactement. Voilà. Par exemple. Et quand l'enfant comprendra, quand les gens comprendront que manger les feuilles de manioc, ça vous coûte beaucoup moins cher et vous y gagnez en santé. Mais je pense vous qu'il y va gagnez revenir très vite. Exactement. Donc cette éducation, personnellement, si je dois faire un programme d'éducation, c'est aussi simple que ça. Je retourne chez moi. Je pense que ça voulait rebondir. Je vais ajouter un argument avant de donner ma proposition à ce que Maître Yann disait. Mais revenir au feu de manioc, nous, peut-être parce que j'ai grandi au village, mais chacun, devant la cour de la maison, ma mère avait planté des tubercules. Donc, pour avoir des feuilles de manioc, on les cueillait sur place. Un peu de piment. Revenir à ce qu'elle dit, c'est dire à ses enfants que le samedi, on va au jardin. Absolument. Est-ce que vous-même vous y allez? Oui, moi Est-ce que vous-même vous y allez? La dernière fois que vous y étiez, c'est pas un problème contre vous, c'est juste que nous sommes dans une émission qui instruit. Ce que l'on dit, il faut que nous-mêmes nous puissions le pratiquer. Moi, je le pratique. Voilà. Chez moi, ici à Libreville, j'ai des arbres, je mange mes propres arbres, mes propres fruits de mes arbres fruitiers. On viendra voir tout ça. Absolument. Actuellement, je suis en train de manger des atangas que j'ai plantés il y a 5 ans. Et figurez-vous que un atangatier donne des atangas au bout de 5 ans seulement, ici à Libreville. Mais dans des bonnes terres, comme la terre du Rolin-Thème, ma province natale, en 3 ans, vous mangez vos fruits. Vous mangez bien la publicité de cette province. Maître Yann, comme solution pour l'éducation, elle préconise le retour à nous-mêmes. Moi, je me suis engagée en politique et je préconise je préconise la République. C'est quoi la République? La République, c'est la plateforme des égalités. Dans l'éducation citoyenne, et récemment j'étais à Mouila pour un séminaire participatif sur la citoyenneté, le thème c'était le rôle du jeune devant les défis de la République. C'est expliquer à chacun de nous, jeunes femmes, jeunes hommes et certains d'un certain âge qui nous ont accompagnés, qu'en République, il y a des valeurs, il y a des principes, comme l'égalité, comme la fraternité. Et si on s'approprie les valeurs de fraternité, on rompt avec l'égoïsme dont Maître Yann parlait. L'égalité, c'est quoi? L'égalité, c'est la possibilité que tout le monde a dans notre pays, d'aspirer aux mêmes choses, pourvu que les conditions, les mécanismes soient mis en place pour favoriser cette égalité. Et le message et donc, moi, j'ai opté pour l'éducation citoyenne. Parce que j'estime qu'un des problèmes aussi au Gabon, et surtout en ce qui concerne le leadership féminin, c'est parce qu'on ne nous a pas éduqués à la citoyenneté. On nous a fait croire que on est là parce que quelqu'un veut qu'on soit là, mais c'est pas un mérite, ce n'est pas un droit, ce n'est pas. Nathalie a envie de rebondir. Elsa, je voulais rebondir justement en demandant si ce n'est qu'à Mouila que la sensibilisation a eu lieu. Non, nous avons 9 provinces. C'est une tournée. Non, je dis récemment parce que c'est ce qui est récent. Là, on est venu à Libreville, on se repose, on se prépare, on va dans. Vous allez faire les 9 provinces. On l'a déjà fait plusieurs fois. Attendez, on va dire sur ce qu'elle dit. Oui.
Oui, vers la fin de cette émission. Oui, et justement, moi je voudrais dire sur ce qu'elle dit, c'est que moi je pense aussi que les Gabonais commettent beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire qu'on va prendre des grandes notions qui ont été développées dans des sociétés qui sont conformes à ces notions-là. Et on vient les plaquer. Dans un pays comme le Gabon, dans un pays africain, être jeune ne veut rien dire. Ce n'est pas un statut. Je suis désolée. Être jeune, c'est une étape dans la vie où l'on aspire à devenir quelque chose. D'accord. Mais on est jeune et on peut mieux parler aux jeunes. Non, c'est complètement faux. Maître, c'est juste désolé. On est jeune, on boit du colobo et vous allez dire quoi? D'autres jeunes, colobo. Vous voyez, non. La jeunesse est certes une étape. C'est une étape. Pour le Gabon, en fait, notre gros problème, c'est parce que nous disons Gabon d'abord, mais nous ne réfléchissons pas Gabon d'abord, nous ne fonctionnons pas Gabon d'abord dans la pratique. Voilà. Une fois qu'on aura dit que nous allons faire la guerre au tribalisme, nous allons faire la guerre au favoritisme, que nous allons nous regarder, que le Gabon sera d'abord notre principale préoccupation, nous allons commencer à nous éduquer en sachant que c'est le bien le plus précieux que Dieu nous ait donné et que ce bien-là, nous devons le préserver parce que nous devons le transmettre aux générations futures. C'est ça tout à l'heure quand elle a parlé d'égoïsme, quand elle a parlé d'individualisme. Si nous aimions notre pays, si nous pouvions penser que l'intérêt personnel se trouve à l'intérieur de l'intérêt général, nous commencerions par nous poser de vraies questions par rapport au manque de repères du Gabon et par rapport au fait qu'aujourd'hui, et justement, nous sommes malheureusement presque dans ce cas, à mon avis, ce qu'il faut, c'est de briser le système politique gabonais qui est mauvais. Ça, c'est votre avis? Il est absolument mauvais pour l'être humain. Il est mauvais pour l'épanouissement. Il est mauvais pour tout. Mais est-ce que c'est la politique? Elle est partout. C'est ça le problème. Elle est partout. Le bon leader féminin, est-ce que c'est que la politique? Le problème, c'est parce que nous sommes obligés de regarder notre société. Oui. Dans notre société gabonaise, la politique s'est accaparée de tout. Elle est partout. Mais il n'y a pas possibilité de changer la donne? C'est pour ça que j'ai dit, pour changer la donne, il faut démontrer aux gens que ne vous tuez pas en politique, ça ne vaut rien. Mais quel est le bon leader féminin aujourd'hui qui peut porter la politique de sa nation? Eh bien, pour moi, le bon leader féminin est exactement une femme qui aura les mêmes qualités que le bon leader masculin. Encore une fois, je vous ai dit, moi, je ne suis pas, je ne suis pas pour qu'on mette une femme dans une case. Quand j'entends leader féminin, ça ne veut pas dire que cette femme-là va s'adresser qu'aux femmes. Non, mais la femme qui porte. Alors, la femme qui porte des valeurs, c'est la femme qui est spirituelle. D'accord. C'est la femme qui a le don de soi. D'accord. C'est la femme qui est éduquée. Et c'est la femme qui a des limites, qui dit ça je ne peux pas faire. Il faut avoir des lignes jaunes dans la vie, à ne pas franchir. Et la ligne jaune pour vous, c'est quoi? La ligne jaune pour moi, oui, par exemple, moi je ne participerai jamais à la destruction de qui que ce soit. Très bien. Et vous allez remarquer, par exemple, moi je n'ai jamais insulté personne. Très bien. Et je ne prends jamais part quand il s'agit de massacrer une femme. Voilà, je défends toutes les femmes, particulièrement les femmes noires et les femmes en général. Voilà, merci beaucoup maître. On va vous permettre de conclure, Elsa, la plus jeune de ce plateau. Je dirais ce que j'ai dit, que pour moi le leadership c'est une question de disposition. Et donc pour moi le bon leader, c'est celui qui est disposé à défendre une cause. Celui c'est la femme qui est disposée à défendre des valeurs. Et il y a plusieurs valeurs qui fondent une société. Chaque femme devrait chercher la valeur qu'elle a à cœur. Toutes les femmes, elles vont dire on a toutes les valeurs, mais il y a une qui bouillonne par-dessus tout. C'est cette valeur-là que chaque femme devrait trouver en elle-même et se donner les moyens et valoriser. Et se donner pour que cette valeur arrive, que ça s'installe et que toute la société s'en imprègne. Le message est passé. Merci beaucoup Elsa. Madame Meuzion, on vous permet de conclure. Quand on parle de leadership féminin, ce n'est pas, les femmes ne sont pas hors du monde. Les femmes, c'est la moitié du pôle du genre humain. Donc, en fait, un leader, c'est déjà quelqu'un qui a la capacité, un bon leader. Il faut avoir la capacité à drainer toute une communauté, à drainer un groupe vers un objectif. Et notre objectif, c'est le développement de notre pays. Voilà, un bon leader, c'est quelqu'un qui a ces valeurs-là, qui pense, je l'ai dit,
Gabon d'abord et qui fait Gabon d'abord. Qu'on nous débarrasse un peu de tous ces problèmes qui minent le Gabon, la tribalisation de l'unité nationale. Mais mon Dieu, c'est pervers, le rejet de l'autre parce qu'il n'est pas du même coin, parce que c'est une femme, parce que politiquement on n'appartient pas au même groupe, on n'appartient pas au même groupe, etc. Mais quand nous allons dire c'est d'abord le Gabonais parce qu'il fait partie du Gabon, à ce moment-là, cette personne qui peut porter, qui peut dire ces choses, mais qui va être combattue, qui va même être assassinée, mais qui va dire c'est mon pays, il faut que le Gabon change pour le meilleur. Et ça là, ce n'est pas une note de service parce qu'une note de service ne change pas la mentalité. C'est un choix, c'est une exigence. Et donc en bref, service ne change pas la mentalité. Et donc en bref, la femme qui sera la femme leader qui devra émerger est une femme qui est à la fois fédératrice et inspirante. Merci. Voilà qui est dit. Nathalie, on te permet de dire un mot rapidement. On referme cette émission ensemble. Elles ont pratiquement tout dit. Oui. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous avons été enrichis et nous espérons que le Gabon aura des leaders. Voilà, des leaders féminins, c'est ce que l'on souhaite au Gabon et au reste de l'Afrique. Et on se retrouve très prochainement sur Label Télévision pour une autre émission de femmes aussi bien achalandées. Et on espère que la femme leader naîtra après ce débat. Bonsoir.